L'élément le plus significatif dont nous disposons dans cette énigme des anciens astronautes est Pumapunku, dans les hauts plateaux boliviens. Depuis des décennies, les archéologues débattent de la construction de ces pierres aux formes impossibles taillées à la main, façonnées par les dieux ou par un tout autre mécanisme. Ils restent perplexes face à la nature, l'apparence et la fonction de cette structure colossale de Pumapunku. Grâce aux techniques de pointe de numérisation, 3D et d'analyse microscopique, le mystère est enfin résolu. La découverte faite par les chercheurs à l'intérieur de ces blocs oblige les experts à remettre en question des siècles de certitude. Nous disposions de quelques estimations indirectes, mais nous n'avions pas encore pu dater précisément les pierres de Pumapunku. Elles pourraient avoir des milliers, voire des centaines de milliers d'années. Nous l'ignorons. Et cela pourrait prouver qu'il y a 500 ans, quelqu'un dans les Andes savait comment faire couler la pierre. Ce sont les mystérieuses ruines de Pumapunku à près de 4,0 mètres d'altitude sur l'altiplano bolivien. L'énigme de Pumapunku. Dans les hauts plateaux boliviens à 3658 mètres d'altitude se trouve Pumapunku, ou des blocs de pierre pesant plus de 100 tonnes, sans boîte, avec une telle précision que les mesures révèlent des écarts inférieurs à 1 mm, même après 500 ans. En mesurant les joints entre ces blocs, les archéologues ont fait une découverte extraordinaire. Ils restent perplexes quant à la nature, l'apparence et la fonction de Pumapunku. Les joints sont si étroits que, selon la tradition locale, même une lame de rasoir ne pourrait s'y glisser. Cela semble incroyable, mais ceux qui ont contemplé ces pierres savent qu'il en est autrement. Ces joints sont d'une régularité, d'une douceur et d'une perfection quasi imperceptibles. Même après 500 ans d'érosion, de séismes et d'intempéries. Ce qui rend cette précision encore plus remarquable, c'est ce qui s'est passé ensuite. Pourtant, le site que nous voyons aujourd'hui n'est qu'un fragment de ce qu'il fut. Pumapunku est si unique par sa construction, sa forme et son emplacement qu'il est le site antique le plus fascinant de la planète. À la fin du 19e siècle, Pumapunku a subi l'une des pires destructions archéologiques d'Amérique du Sud. Lorsque l'expansion du chemin de fer a atteint l'altiplano bolivien, des équipes de dynamiteurs et des pilleurs de pierres ont envahi l'ancienne plateforme. D'énormes dalles ont été dynamitées, emportées et réutilisées comme ballast pour les voies ferrées et les fondations de ponts. Les témoignages de l'époque décrivent le chaos. Des hommes armés de marteaux séparaient les pierres assemblées des surfaces sculptées, étaient brisées par commodité des sections entières du monument, étaient démantelées à des fins industrielles. Ce qui avait résisté à des millénaires d'érosion naturelle fut presque anéanti en quelques décennies, seulement sous l'effet du progrès humain. La plateforme jadis ordonnée est devenue un champ de fragments épars. La logique architecturale de son agencement s'est perdue dans le temps. Aujourd'hui encore, les archéologues peinent à déterminer l'emplacement initial de nombreux blocs. Dans les hauts plateaux boliviens à Pumapunku, certains de ces blocs pèsent plus de 40 à 50 tonnes chacun. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Certains sont encore à moitié enfouis, d'autres retournés ou brisés au point d'être méconnaissables, mais la destruction n'a pas dissipé le mystère. Même dans le chaos, Pumapunku rayonne de précision. Les blocs en forme de hache présentent encore des angles droits, nets, des fentes régulièrement espacées et des rainures parallèles, des caractéristiques qui semblent hors de portée des outils en bronze et en pierre, connus de la culture Tiwanaku. Cette contradiction a suscité d'innombrables débats. Ces blocs ont-ils été sculptés ou un phénomène plus inhabituel est-il à l'œuvre? Les traditions orales aymara locales conservent une histoire troublante selon laquelle les bâtisseurs travaillaient autrefois des pierres fluides, comme l'eau suffisamment tendre pour être modelée à la main, avant de durcir et de prendre leur forme définitive.
Il existe en effet d'anciennes légendes incas qui suggèrent qu'ils avaient le pouvoir de ramollir la pierre. Pendant des générations, les villageois ont répété cette histoire. Les pierres de Pumapunku ont été coulées et non sculptées. Pour certains, ce n'est qu'une métaphore empreinte d'admiration. Pour d'autres, elle est folle. Elle évoque un procédé perdu, une science oubliée qui brouillait la frontière entre géologie et art. Et la question demeure. Comment une civilisation, il y a plus de 15 siècles, a-t-elle pu créer des joints si précis, des surfaces si parfaites et des motifs si symétriques, sans fer, sans acier, sans machines modernes? Quelle que soit la réponse, elle reste enfouie dans les blocs fracturés qui gardent encore ce plateau balayé par les vents, attendant que le monde l'écoute à nouveau. Un chef-d'œuvre d'ingénierie. Pumapunku est bien plus qu'un simple assemblage de pierres anciennes. C'est une étude de précision qui continue d'impressionner les ingénieurs modernes. Lorsque les chercheurs ont examiné le site en détail, pour la première fois, ils ont réalisé que chaque bloc n'était pas un simple débris. Il faisait partie d'un système très organisé, un plan tridimensionnel fondé sur la répétition, la géométrie et l'équilibre. Les plus reconnaissables de ces pierres sont les blocs d'andésite, en forme de hache, des centaines d'entre eux taillés avec une précision mathématique. Les blocs dits haches ont en réalité la forme d'assemblage à queue d'aronde, avec des variations notables. Chacun présente des encoches, des rainures et des saillies taillées, avec une telle régularité qu'elles s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle. Il ne s'agissait pas de simples ornements. Il s'agissait de joints fonctionnels, conçus pour relier les pierres adjacentes et répartir uniformément le poids dans la structure. Les archéologues pensent que cette conception imbriquée a permis à la plateforme de résister au temps et aux intempéries. Même après 15 siècles de séismes, d'inondations et d'interventions humaines, nombre de ces joints sont encore parfaitement intacts. La précision est telle que les espaces entre les pierres mesurent moins d'1 millimètre plus étroits que de nombreux joints de béton modernes. Les ingénieurs contemporains qui étudient le site ont fait une constatation étonnante. Les bâtisseurs de Pumapunku travaillaient avec une précision comparable à celle des composants fabriqués à la machine. Les angles droits sont constants sur toutes les faces du bloc. Les rainures parallèles conservent une profondeur uniforme et les chanfreins sont parfaitement symétriques. Dans certains cas, le niveau de régularité atteint celui des machines de découpe numérique actuelles. Sous les ruines visibles se cache un autre témoignage d'ingéniosité, un système de fondation invisible qui ancre la structure au socle rocheux. Les fouilles révèlent d'énormes dalles de grès, certaines pesant plus de 100 tonnes, mesurant jusqu'à 8 mètres de long et pesant chacune plus de 100 tonnes. Soigneusement disposées dans des tranchées nivelées, ces pierres de fondation n'ont pas été simplement empilées. Elles étaient assemblées par des joints à rainures et languettes et des blocs clavetés qui s'enclenchaient comme les dents d'un engrenage. Ce système répartissait la charge sur toute la base, empêchant tout glissement ou effondrement lors de mouvements sismiques. Ces techniques étaient parfaitement adaptées à l'altiplano, une région sujette aux tremblements de terre et aux inondations saisonnières. Les bâtisseurs savaient manifestement comment faire en sorte que la pierre se comporte comme un système flexible, à la fois rigide et adaptable au mouvement. Une autre caractéristique remarquable de la conception de Pumapunku est l'utilisation de fixations métalliques. Les archéologues ont découvert d'étroits canaux entre les blocs adjacents où des agrafes en bronze en forme d'œil maintenaient autrefois les pierres ensemble. Ces agrafes étaient coulées sur place à partir d'un alliage de cuivre et d'étain en fusion, puis versées dans des logements taillés avec précision. Une fois refroidies, elles étaient aplaties au marteau pour fixer définitivement les blocs. L'examen de ces agrafes métalliques, au microscope moderne, révèle des traces d'arsenic,
un additif qui améliore la dureté et la résistance à la corrosion caractéristique de la métallurgie andine précolombienne. La présence de tels alliages suggère que les bâtisseurs n'étaient pas seulement des maçons habiles, mais aussi des métallurgistes de haut niveau. Les Pumapunku étaient façonnés à la main avec des outils de pierre primitifs, mais certains chercheurs soulignent la complexité du travail de la pierre capable de produire des matériaux suffisamment résistants pour consolider des plateformes entières. Cette fusion de matériaux, andésite dense grès lourd et bronze forgé, conférait à Pumapunku à la fois robustesse et stabilité. Le poids de chaque bloc était réparti non seulement verticalement, mais aussi latéralement grâce à l'imbrication géométrique. Ce système absorbait les contraintes, réduisait l'usure et empêchait la formation de fissures le long des failles. Il s'agit d'un exemple ingénieux de répartition des charges, un principe sur lequel les architectes modernes s'appuient encore dans les régions sismiques. De récentes reconstructions numériques ont confirmé que la géométrie imbriquée, les fixations métalliques et les clés de fondation fonctionnent de concert, comme un système unifié. Le résultat est une structure capable de résister à des siècles de bouleversements naturels et humains sans se déformer. Pumapunku n'était pas qu'une simple plateforme cérémonielle. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie ancienne où l'esthétique se mêlait à la fonctionnalité. Chaque rainure, chaque angle, chaque emboîtement avait une fonction structurelle. Les bâtisseurs ne procédaient pas au hasard, ils calculaient. Ils travaillaient non par tâtonnement, mais selon un plan précis. Il n'est donc pas étonnant que les chercheurs modernes décrivent Pumapunku comme l'un des sites les plus sophistiqués techniquement du monde antique, un lieu où la pierre semble obéir à des équations gravées par des mains oubliées depuis longtemps. Reconstitution numérique. Pendant plus d'un siècle, les chercheurs ont tenté d'imaginer à quoi ressemblait Pumapunku autrefois, mais faute d'une cartographie complète des pierres. Chaque tentative s'est soldée par des conjectures. En réalité, personne ne sait qui a construit Pumapunku, ni à quelle époque remonte sa construction. Les vastes blocs du site gisaient éparpillés comme les fragments d'un code oublié chaque pièce précise, mais la structure d'ensemble perdue. Les vieilles cartes dessinées à la main et les croquis de terrain ne pouvaient saisir les subtilités de sa géométrie. Ils étaient trop imprécis, trop limités. Tout a changé avec l'avènement de l'archéologie numérique. Équipés de drones, de scanners, LiDAR et de caméras d'une précision millimétrique, les équipes ont commencé à documenter les ruines avec une précision époustouflante. Chaque bloc, chaque rainure, chaque angle ébréché a été enregistré et converti en un modèle 3D haute résolution. Pièce par pièce, les données ont permis de reconstituer le jumeau numérique de Pumapunku, une réplique virtuelle complète du monument, précise à quelques millimètres près. En 2018, une équipe pionnière de l'Université de Californie à Berkeley, dirigée par l'archéologue Alexei Vranich, a franchi une première étape importante. À partir de numérisation haute résolution de chaque bloc subsistant, ils ont produit des répliques miniatures afin de tester la façon dont les pierres s'assemblaient autrefois. Lors de leur assemblage, les minuscules maquettes s'emboîtèrent avec une précision quasi parfaite, leurs joints et leurs angles s'accordant sans le moindre défaut. Cette expérience à petite échelle confirma un fait remarquable: les bâtisseurs de Pumapunku avaient travaillé selon un système de conception cohérent et reproductible, et non par sculpture aléatoire. Leurs proportions étaient mathématiques, leur agencement délibéré un plan gravé dans la pierre. S'appuyant sur ces fondements, des projets ultérieurs ont étendu l'idée à une reconstruction numérique à grande échelle. En 2024, l'IDIA Lab et le Tiwanaku Heritage Project ont combiné la photogrammétrie par drone et le LiDAR terrestre pour capturer l'intégralité du site avec une résolution sans précédent. Chaque bloc a été scanné sous différents angles,
créant ainsi un ensemble de données virtuelles d'une précision telle que les erreurs d'alignement entre les faces ne mesuraient que 2 à 8 mm, un niveau de précision comparable à celui des machines industrielles modernes. Lorsque l'équipe a effectué des simulations de chute libre permettant au bloc numérique de se positionner naturellement sous l'effet d'une gravité virtuelle, les résultats ont été stupéfiants. Les pièces se sont imbriquées de manière stable exactement comme elles l'auraient fait dans leur structure originale il y a 15 siècles. Les simulations ont montré que les blocs en H et les éléments de profil n'étaient pas des sculptures indépendantes, mais des parties d'un système architectural modulaire conçu pour supporter le poids et résister aux contraintes ensemble. Les chercheurs ne se sont pas arrêtés là. À l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique, ils ont analysé les modèles numérisés afin d'y déceler des formes et des dimensions récurrentes. Le logiciel a révélé des symétries subtiles et des proportions régulières se répétant sur des dizaines de pierres, preuve d'un langage architectural standardisé. Même là où l'érosion avait endommagé les angles ou ébréché les arêtes, l'IA a pu prédire leurs contours originaux, confirmant que le monument suivait un plan cohérent et mesuré. Ces découvertes ont permis bien plus que de reconstituer une architecture disparue. Ils ont redéfini notre compréhension de l'ingénierie antique. Ils ont prouvé que les bâtisseurs de Pumapunku travaillaient avec une précision qui pouvait être modélisée, testée et vérifiée. Et plus important encore, peut-être, ils ont démontré que la perfection du monument n'était ni accidentelle ni mystique. C'était le fruit d'une méthode rigoureuse de mesure précise et d'une grande maîtrise. À mesure que les chercheurs affinent ces modèles Pumapunku se reconstruit non pas dans la pierre, mais à partir de données. Ces secrets refont surface grâce à des milliers de fragments dispersés sur l'altiplano. Et pour la première fois depuis des siècles, le monde peut enfin entrevoir à quoi ressemblait autrefois cette incroyable structure et comment elle était censée se dresser. Secrets de fabrication. Pendant des siècles, les archéologues ont cru que les blocs de Pumapunku étaient taillés à la main dans de la pierre massive. Mais de nouvelles analyses en laboratoire obligent désormais les experts à reconsidérer cette hypothèse car les pierres elles-mêmes révèlent une particularité surprenante. Les bâtisseurs de Pumapunku n'ont pas utilisé un seul type de roche. Le site combine du grès rouge pour les fondations et de l'andésite pour les blocs en H complexe et les éléments muraux. Ce sont deux matériaux d'une densité incroyable. L'andésite, une roche volcanique, est si dure que les outils modernes peinent à la couper proprement. Pourtant, ici, ses surfaces sont planes à la fraction de millimètre près et ses angles si aigus qu'ils peuvent faire saigner. Comment une civilisation ayant vécu il y a 500 ans a-t-elle pu atteindre une telle perfection? Certains chercheurs ont avancé une explication controversée. Les pierres n'auraient pas été taillées, mais coulées à l'aide d'une forme de béton ancien. Les partisans de cette théorie s'appuient sur des analyses chimiques qui, selon eux, révèlent une composition inhabituelle dans les blocs de grès situés autour du lac Titicaca. À l'intérieur de la matrice se trouvent de minuscules résidus cristallins de carbonate de sodium, plus connus sous le nom de natron, le même minéral que les anciens Égyptiens utilisaient pour durcir les mortiers et conserver les momies. Sa présence ici est tout à fait inattendue. La géologie locale n'en contient pratiquement pas. Le natron agit comme fondant. Il abaisse la température nécessaire à la liaison des minéraux, déclenchant une réaction appelée géopolymérisation. Mélangé à des cendres volcaniques des silicates et de l'eau, il transforme le sable ordinaire en une pâte malléable qui durcit pour former de la pierre. Cela a conduit certains chercheurs à avancer une idée révolutionnaire. Les blocs massifs de Pumapunku n'auraient pas été sculptés. Ils auraient été coulés dans des moules puis laissés à durcir.
Les analyses microscopiques confirment cette hypothèse. Des laboratoires étudiant les blocs ont détecté des phases de liants amorphes, des zones vitreuses et non cristallines qui n'apparaissent que lorsqu'un liant chimique agglomère les particules. Le grès naturel se forme sur des millions d'années sous l'effet de la pression et de la sédimentation, mais ces échantillons présentent des signes de prise rapide caractéristiques de la pierre artificielle. Pour tester cette hypothèse, des équipes de recherche ont mélangé du sable local des cendres volcaniques et du natron dans des proportions contrôlées. Une fois durci, le mélange produisait un matériau identique en densité, texture et couleur au grès de Puma Punku. Sous diffraction des rayons X, les répliques fabriquées en laboratoire présentaient les mêmes signatures chimiques, notamment le liant riche en sodium, absent des affleurements naturels. Si cette découverte se confirme, cela signifierait que les ingénieurs de Tiwanaku maîtrisaient un type de béton ancien, plus d'un millénaire avant sa redécouverte dans le monde moderne. Ils avaient peut-être compris comment dissoudre et résolidifier la pierre, façonnant ainsi des mégalithes, non par la force brute, mais selon une formule précise. Pourtant, le grès ne révèle que la moitié de l'histoire. Les blocs H d'andésite plus énigmatiques du site ont livré une surprise encore plus grande. En 2019, des chercheurs ont fait une découverte inattendue. En scannant les blocs d'andésite de Puma Punku avec un spectromètre à rayons X à dispersion d'énergie de faibles signaux, sont apparus de minuscules pics d'azote et de carbone enfouis dans la pierre. Cela ne devrait pas être possible. La roche volcanique se forme dans une chaleur intense qui détruit toute matière organique. Et pourtant, on y trouvait des traces chimiques de vie scellées au cœur de cette pierre ancienne. Cette étrange découverte a ouvert la voie à une nouvelle hypothèse. Les bâtisseurs auraient pu utiliser un mélange organo-minéral, une combinaison de cendres volcaniques d'eau et de substances naturelles, comme des extraits de plantes ou des huiles animales, pour créer un matériau malléable qui se serait ensuite solidifié en roche. Si cela s'avère exact, ces pierres n'ont pas été simplement sculptées. Elles ont été façonnées par la main et la chimie. L'idée peut paraître révolutionnaire, mais elle repose sur des décennies de recherche menées par le Dr Joseph Davidovits, fondateur de l'Institut des géopolymères en France. Son équipe a reproduit ce processus en laboratoire à partir d'argile locale, de tufs volcaniques et d'acide carboxylique d'origine végétale. Les pierres obtenues présentaient une microstructure et une résistance à la compression identique à celle de l'andésite de Puma Punku. Leur surface arborait même la même micro-piquage et la même uniformité granulaire, comme si les échantillons anciens et modernes étaient jumeaux. Les sceptiques avancent que la contamination pourrait expliquer les traces organiques ou que le natron aurait pu s'infiltrer du sol au fil des siècles. Cependant, chaque nouvelle analyse réduit cette hypothèse. Aucune andésite naturelle provenant des carrières environnantes ne présente ces caractéristiques et la constance des proportions chimiques observées dans plusieurs échantillons est difficilement attribuable au hasard. Si l'hypothèse du moulage se confirme, elle bouleverse toutes nos connaissances sur l'ingénierie antique des Andes. Cela signifierait que bien avant les outils en acier ou les fours industriels, les bâtisseurs de Tiwanaku maîtrisaient la science des matériaux à l'échelle moléculaire, créant une roche synthétique pour obtenir des formes impossibles à sculpter. Qu'elle soit sculptée ou moulée, la perfection de Puma Punku raconte désormais une nouvelle histoire, non pas celle d'une intervention extraterrestre ou d'une magie perdue, mais celle d'une ingéniosité humaine si avancée qu'elle frôle le miracle. Et à mesure que les analyses se poursuivent, les pierres elles-mêmes pourraient bientôt confirmer que les bâtisseurs de ce lieu n'ont pas seulement déplacé des montagnes, mais qu'ils ont appris à les créer. Malgré toutes ces nouvelles données, le mystère de Puma Punku demeure entier. Il ne fait que s'épaissir. Plus les chercheurs découvrent de preuves, plus la communauté scientifique se divise.
Pour tenter de comprendre ces résultats contradictoires, les archéologues ont élaboré une grille d'analyse à plusieurs niveaux pour tester l'hypothèse de la pierre moulée. Le premier niveau repose sur les preuves visuelles, celles que chacun peut constater. Des jointes d'une finesse extrême, des surfaces d'une douceur miroir et l'absence de traces d'outils visibles. Ces éléments ne suffisent pas à prouver la fonte, mais ils soulèvent une question essentielle. Comment une telle perfection a-t-elle pu être obtenue uniquement à l'aide de pierres, à béton et de ciseaux en bronze? Le second niveau d'analyse repose sur l'étude de la composition domaine de la microscopie et de la spectroscopie. Les scientifiques y recherchent des anomalies chimiques permettant de distinguer la roche naturelle de la pierre artificielle des liants riches en sodium, des phases amorphes ou des traces de composés organiques qui ne devraient pas subsister dans un matériau volcanique. Chaque analyse microscopique, chaque spectre de dispersion d'énergie apporte une pièce supplémentaire au puzzle. Mais l'étape finale et la plus exigeante est la réplication, la référence absolue en science. Pour y parvenir, toute affirmation doit être reproduite indépendamment dans des conditions contrôlées. C'est pourquoi depuis 2025, un test à grande échelle mené en double aveugle par plusieurs laboratoires est en cours. Ce processus vise à éliminer tout biais. Si plusieurs laboratoires détectent les mêmes signatures organiques et que les résultats de datation au radiocarbone concordent avec la période de construction connue de Pumapunku, entre 5 cents et 6 cents APR, G, C, alors l'hypothèse du moulage passera avec succès, son test le plus rigoureux à ce jour. Cela signifierait que les bâtisseurs de Tiwanaku produisaient de la pierre synthétique à une échelle jamais vue auparavant dans le monde antique. Bien entendu, le débat reste vif. Les sceptiques rétorquent que des affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires et soulignent que des contaminations ou des phénomènes chimiques environnementaux pourraient encore expliquer ces découvertes. D'autres affirment que l'accumulation de preuves des résidus chimiques aux reconstitutions numériques a déjà fait pencher la balance vers une vérité étonnante. Les ingénieurs andins de l'Antiquité maîtrisaient la science des matériaux des siècles avant leur époque. En attendant l'évaluation par les pairs des résultats définitifs, une chose est sûre. Pumapunku a contraint les scientifiques à remettre en question les limites de leurs propres hypothèses. Ce n'est plus seulement un site archéologique. C'est un champ de bataille scientifique, un lieu où la foi dans le savoir-faire ancestral se heurte à la rigueur de la technologie moderne. Il ne s'agit pas ici de la technologie de l'âge du bronze de la culture Tiwanaku. C'est de la haute technologie. Comment une telle technologie aurait-elle pu exister il y a au moins 20 ans? Quoi qu'il en soit, les pierres ont déjà accompli leur mission. Elles ont incité le monde à porter un nouveau regard sur le monde, à s'interroger à nouveau et à se demander si les secrets du passé pourraient encore nous surprendre aujourd'hui. Que ces pierres aient été taillées à la main ou coulées selon une formule ancestrale. Une chose est sûre, elles ont été construites avec intention, précision et ingéniosité. Les bâtisseurs de Tiwanaku ne se contentaient pas de façonner la roche. Ils façonnaient l'héritage. Chaque joint qui s'emboîte sans mortier, chaque bloc qui s'ajuste comme coulé par les dieux nous rappelle que l'histoire humaine est loin d'être terminée. Car parfois, le passé n'est pas primitif. Elle attend simplement que nous la rattrapions. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que nos ancêtres manquaient de technologie, souvenez-vous de cet endroit Pumapunku, où la pierre coulait jadis comme de l'eau, et qui même aujourd'hui refuse de livrer tous ses secrets.